mesdames et messieurs, c'est la première émission WebPress de l'an 2016 et pour ouvrir le bal de WebPress de cette année, je suis entourée des compétences de mon pays qui excellent dans l'exercice de leur métier, qui est le nôtre d'ailleurs, le journalisme que nous exerçons avec passion, avec risque et péril en République démocratique du Congo. Eh bien, je reçois Ali Malé de Congo Web Télévision. Bonne année, Ali Malé. Merci beaucoup à vous autant, Madame Paulette. Je reçois Fainiko Mbikaï de Top Media. Bonne année, Fainiko. Bonne année, quand même, vous préférez me les faire toujours de vive voix. Quand même, vous étiez, vous ne répliquez jamais. Oh, de vive voix, c'est d'ailleurs mieux parce que nous sommes vivants, nous ne sommes pas que virtuels. Et je vais terminer par une lumière de mon pays, Thierry Bongo, journaliste indépendant. Bonne année, Thierry. Bonne année, Paulette. Bonne année à tous les téléspectateurs fidèles de votre presse. Voilà, et bonne année à tous les journalistes de Journalistes en Action. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un seul gros thème. Nous sommes en plein 2016, l'année de tous les enjeux pour la République démocratique du Congo. Avec les intelligences qui sont sur mon plateau, nous allons essayer de parler en long, en large. Nous allons essayer de projeter un peu ce qui va se passer en l'an 2016, surtout dans le domaine politique et bien sûr dans d'autres domaines, si le temps le permet. Ali Malé, 2016, on l'attendait. Voilà, on y est, 2016. Vous, en tant qu'élite de mon pays, Ali Malé, 2016, est-ce vraiment l'année de tous les enjeux, de tous les dangers, ou pour vous, c'est une année comme les autres pour la RDC? C'est vraiment, comme vous l'avez dit là, c'est une année de tous les enjeux et une année des risques. Et pour revenir sur le discours du chef de l'État, le chef de l'État a dit c'est une année de grands défis. Pourquoi? Parce qu'il y a des grands rendez-vous qui attendent la nation, qui attendent la population, qui attendent toutes les couches de la population congolaise. Donc tout le monde veut avoir un nouveau démarrage. Parce que qui ne sait pas que c'était l'année prévue pour l'organisation des élections? On attend par élection normalement, ça devait commencer aussi l'année passée. Voilà, depuis l'année passée. Mais on s'est dit, comme on a raté l'année passée, on peut se rattraper l'année en cours que nous venons à peine de commencer. Alors, tous les yeux sont fixés sur les politiques parce que tout vient de là. Qu'est-ce que l'année va nous réserver? Est-ce que la paix promise sera là? Est-ce que les incertitudes vont ouvrir ou vont donner lieu à d'autres situations inattendues pour un résultat négatif au détriment de la population, au détriment du petit peuple? C'est aussi une année de suspense, parce que personne ne sait prévenir l'avenir. Burundi, c'est passé. Côte d'Ivoire, il y a l'impasse. Il y a Burkina Faso, c'est passé. L'année passée, la RDC s'est tirée de l'affaire, s'est tirée du lot, et on sait comment. Mais est-ce la solution est trouvée? Est-ce que nous sommes sortis de cette impasse? Mars 2016, voilà. Donc la RDC fait partie de ces pays-là où les yeux du monde restent braqués sur. Voilà. Fainiko Mbikaï, est-ce aujourd'hui une impression? Est-ce que les politiques ne prennent pas la RDC en otage, ne prennent pas leur propre population en otage? Ils ne voient que leurs propres intérêts aujourd'hui et n'écoutent pas leur population. Et en réalité, que veut la population congolaise aujourd'hui pour cette année 2016, selon vous? Oui, merci beaucoup, madame, pour l'opportunité. Je n'ai jamais cessé de me répéter que la classe politique congolaise, c'est elle qui est à la base de tout ce qui arrive aujourd'hui. Mais la répétition étant la mère de science, il faut rappeler à notre population qu'à ces jours, il reste 345 jours pour la fin de cette mandature. Nous disons bien 345 pour la fin de cette mandature. Si en 2011, il y a eu ce qu'il y a eu, en 2016, nous ne pouvons pas penser que les événements malheureux se répètent pour propre cause, pour propre faute de la classe politique. Si nous en sommes là, ce n'est pas parce que les moyens ont fait défaut, ce n'est pas parce qu'il y a eu un cas fortuit,
c'est pas parce qu'il y a eu un cas de force majeure, mais c'est par la mauvaise volonté de la classe politique. Lorsque je parle de la classe politique, je vois et la mouvance présidentielle et la mouvance de l'opposition. Peut-être avec le dialogue, ils peuvent trouver... Madame, s'il vous plaît, épargnez-moi, nous disons ceci, il n'y a pas question de dialogue. D'ailleurs, madame, autour de votre plateau, je n'avais jamais cessé de me répéter, lorsque cette malhonnête et accommodante opposition demandait le dialogue, je m'étais opposé mort du cousse. Et à l'époque, moi et on a failli m'être traité de la majorité parce que j'étais opposé au dialogue proposé par cette malhonnête et accommodante opposition. Aujourd'hui, cette malhonnête et accommodante opposition fait volte-face et que la majorité aujourd'hui récupère les revendications d'hier de l'opposition. Quelles sont les revendications aujourd'hui sur la base de quelles la majorité exploite? L'enrôlement des nouveaux majeurs. Le calendrier consensuel. Parce qu'on a vu dans ces pays, les gens marchaient pour un calendrier consensuel. Et ce sont ceux-là aujourd'hui qui s'opposent. Et on a puis cette histoire du dialogue. Lorsqu'il y a... Parce qu'il faut quand même... Aujourd'hui, vous avez l'impression que l'opposition a fait volte-face et la majorité récupère ses propos. Écoutez, cette malhonnête opposition roule pour le pouvoir. Elle roule pour le pouvoir. Toutes les revendications que le pouvoir utilise aujourd'hui, ce sont les revendications d'hier de l'opposition. Et nous posons la question à ceux-là qui refusent le dialogue aujourd'hui. Je ne suis pas pour le dialogue. Je me suis toujours opposé. Mais posez la question à ceux-là qui refusent le dialogue. Quand ils demandaient le dialogue-là, qu'est-ce qu'ils attendaient de ce dialogue-là? Et qu'est-ce qui devait être au centre de ce dialogue-là? Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour qu'on ne dialogue pas? Thierry Bongo, je vais rebondir un peu par rapport au propos de Faye Nikombika. C'est vrai qu'à un moment, l'opposition réclamait le dialogue, l'opposition se battait pour un calendrier global et inclusif, et aujourd'hui, enrôlement des nouveaux majeurs. Il y avait beaucoup de revendications. Aujourd'hui, c'est pas ça, c'est plus ça. Et c'est la majorité présidentielle d'ailleurs. Merci à Faye Niko de relever cela. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes revendications que la majorité utilise pour le dialogue. Donc on a l'impression aujourd'hui que l'opposition et la majorité, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Non, c'est la classe politique. Vous savez, la classe politique est habituée à jouer, à danser le tango. On avance un peu, on recule un peu. C'est un petit peu comme ça que fonctionne notre classe politique. Mais au détriment de qui? Au détriment de la RDC, au détriment de la population. Les problèmes posés au détriment du développement de la RDC. Oui, le problème posé en amont, n'ayant pas trouvé solution, on revient à l'unique voie par laquelle on peut trouver des solutions, qui est le dialogue. Parce que Thierry Bongo, vous êtes tous ces problèmes tels que énumérés, c'est le 40e dialogue, le 40e concertation qu'on aura dans ce pays. Nous sommes en démocratie. Est-ce que les précédents ont aidé à quelque chose? La vertu cardinale d'une démocratie, c'est la capacité des acteurs à pouvoir transcender leurs divisions, leurs différences pour se mettre ensemble et décider ensemble de l'avenir du pays. Je crois que le plus important en ce moment, c'est l'avenir de la RDC. Parce qu'il nous reste, et je suis très heureux que Faye Nikombika l'ait relevé, le facteur le plus important en abordant 2016, c'est le temps. 345 jours. 345 jours. 345 jours. Que pouvons-nous faire en 345 jours pour que la République démocratique du Congo puisse survivre et résister à cette tempête voulue par certains? Je ne vais pas ici faire l'avocat de qui que ce soit. Mais il est vrai que certaines personnalités, acteurs politiques de surcroît, ont voulu que la situation actuelle soit ainsi devenue. Mais maintenant, on ne va pas pleurnicher sur notre sort. Parce que nous étions tous dans la République démocratique du Congo en 2015. Nous étions tous présents en 2014. Nous étions tous présents en 2013, 2012, 2011 et bien avant. Et nous n'avons pas agi. Nous ne devons pas attendre à la fin du mandat pour se mettre Qui n'a pas agi? L'opposition, la majorité par rapport à... Que ce soit la majorité, les signaux étaient clairs depuis 2011. Dès lors que la CENI avait voulu avoir un calendrier pluriannuel, on avait sectionné l'argent qu'on devait donner pour le financement des élections en 5 ans. On les avait échelonnés en 5 ans. On ne va pas nous dire à l'avant-dernière année que voilà, pendant 3-4 ans, il n'y avait rien qui était fait. Et voilà, c'est maintenant en dernière minute qu'on va... Non, je crois qu'il faut que les acteurs politiques puissent être le plus sérieux possible. Il s'agit ici de millions de Congolais qui attendent de voir un pays fonctionner normalement, parce que, il faut savoir des éléments très importants, l'instabilité politique est la cause du marasme économique que nous vivons. Et souvent, à chaque changement de cycle, la RDC connaît des soubresauts. L'histoire nous le rappelle. À chaque changement de cycle, la RDC connaît un soubresaut. On a voulu atterrir dans un cycle électoral normal en 2006. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des coups de balle à Kinshasa, il y a eu des coups de feu. On a avancé petit à petit, mais il y a toujours des petits problèmes. Nous sommes dans l'apprentissage de la démocratie, comme on dit. Mais allons-y de manière intellectuelle, de manière civilisée. Et pour moi, je n'ai jamais été favorable à
quel que soit quelque chose de compromis qui peut aller contre la nation, mais je me dis que l'intérêt supérieur de la nation nous interpelle à faire des choix importants et idoines pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants. Le choix important aujourd'hui, pratiquement, c'est le dialogue. Le choix important aujourd'hui, il est bien dit, allons ensemble discuter dans les limites de la Constitution. Et c'est possible. Je suis très content parce qu'avant qu'on ait discuté ici, certains m'ont même dit que c'est possible de faire des élections dans les délais constitutionnels. Mais de bonne heure, allons discuter de cela. Comment ça va se faire? Qu'est-ce qu'il faudra bouger? S'il vous plaît. C'est moi qui va distribuer la parole. Je pense qu'il est totalement irresponsable de demander aux gens d'aller se battre pour qu'on puisse trouver une solution. Une solution au problème du Congo. Les problèmes sont connus. Les problèmes ont été cités par l'opposition. Les problèmes ont été récupérés par la majorité présidentielle. Aujourd'hui, les problèmes sont sur la table. Discutons. Ali Malé, discutons. Mais les organisations classiques, les institutions classiques étaient là, comme l'a dit si bien Thierry Bongo, pendant 5 ans. Les députés savaient que ça n'allait pas. Personne n'a dénoncé. Si ils ont dénoncé, peut-être ça n'a pas marché. Peut-être qu'il y a eu blocage quelque part. Mais aujourd'hui, c'est le peuple qui trinque. Et c'est le peuple qui trinquera. Alors, où sont les responsabilités et comment résoudre le problème? Est-ce ce dialogue-là qui résoudra vraiment le problème? Parce qu'aujourd'hui, moi je le dis, et je ne mâche pas mon mot, aujourd'hui le dialogue devient la superstructure où tout sera résolu. On a l'impression que tous nos problèmes seront résolus par ce fameux dialogue qui se tiendra incessamment. Alors pour vous, doit-on dialoguer pour préserver l'équilibre, pour préserver la paix, pour préserver la RDC? Madame Chantal, Madame Paulette, excusez-moi, je reviens légèrement sur ce qu'ont dit mes prédécesseurs. Thierry a dit, il est pour toute initiative qui va dans l'intérêt du pays, mais que ça soit dans un cadre bien précis. Mais quand nous prenons des initiatives qui, selon certaines personnes, vont dans l'intérêt du pays, mais qui va à l'encontre des dispositions légales du pays, qui va à l'encontre de la Constitution, une initiative à soutenir, je ne sais pas. C'est les procès d'intention. Voilà, je ne suis pas là, mais c'est juste une analyse. J'ai réfléchi à haute voix. Est-ce qu'il faut aller dialoguer? Le dialogue, c'est une vertu, ça on le reconnaît. Mais il y en a déjà eu. Avant de dialoguer maintenant, analysons les acquis ou les réalisations des concertations. Il y a eu des recommandations après les concertations qui a mis sur la table tous les fils de ces pays. Mais qu'avons-nous fait? Mais qu'est-ce qu'on a fait de ces résolutions? N'est-ce pas là une occasion de jeter des bases pour dire à tout le monde qu'on peut négocier, trouver des solutions et les mettre en pratique? Si par cette initiative-là, qu'on peut estimer être la moindre par rapport à ces grands rendez-vous que nous attendons tous aujourd'hui, les résultats n'ont pas produit grand-chose. C'est la prochaine occasion qui permettra à ceux qui n'ont pas respecté leurs paroles de concrétiser. Voilà. Et c'est ce qui met aussi les autres en difficulté. Si nous étions, moi je dis, parmi les grands perdants de concertation, il y a de ces partis politiques-là qui se sont vus arracher de certains de leurs membres, certains de leurs cadres. Est-ce qu'ils vont encore accepter de répartir dans une telle aventure, entre parenthèses, pour perdre encore quelque chose? Cette fois-là, qu'est-ce qu'ils vont perdre? Cette fois-là, qu'est-ce qu'ils vont gagner? À la fin du dialogue, il y aura peut-être un autre gouvernement d'union nationale. Mais c'est justement ça. On dira peut-être que c'est un procès d'intention, mais je me réfère parce qu'il y a déjà un cas de figure. Les concertations, jurisprudence, il y a eu concertation. Qu'avons-nous fait de ces résultats? Faye Nikombika, le pouvoir nous dit, le pouvoir de notre excellent confrère Louis-Dor, le nom m'échappe, mon Dieu. Balekelai, merci beaucoup. Louis-Dor Balekelai, il dit en tout cas, tremblement de terre autour de la candidature unique, en tout cas, ce qui nous attend en 2016. Lui aussi a réfléchi, nous voyons les journalistes réfléchissent, en tout cas, entre espoir, incertitude et doute, RDC, ce qui nous attend en 2016. Donc c'est ça la question, cette psychose-là. Est-ce que c'est nous de la presse qui créons cette psychose? Parce qu'avec des titres comme ça, on nous dit que non, nous la presse, nous créons cette psychose dans la tête des pauvres qui doivent. Les pauvres Congolais. Est-ce qu'on devons nous taire et laissons les choses évoluer ou ne rien dire? Non. Au contraire, on est en train de tirer la sonnette d'alarme parce que les jours à venir seront sombres et très sombres dans la mesure où
De deux Vous êtes côtés. négativiste. Hein, Je ne suis pas pessimiste. Je ne suis pas négativiste, mais néanmoins, je suis objectif, je suis rationnel. Quels sont les éléments qui vous disent que la RDC sera sombre 55 ans après. 55 ans après, on vient de très loin. D'un côté, il y a la volonté volontariste de dépasser le délai constitutionnel. De l'autre côté, mon peuple ne veut plus du dépassement constitutionnel. Alors il y aura un choc. Et ce choc-là, on ne sait pas là où ça va nous amener. Et cela ne peut être évitable que dans la mesure où le pouvoir accepter et arriver à respecter scrupuleusement les délais constitutionnels. Mais à la ligne où vont les choses, il y a une volonté volontariste de dépasser les délais constitutionnels. Mais pour revenir à ce que les amis ont dit, on dit que dialogue, même s'il vous plaît mes frères, sur ce plateau nous devons faire de la pédagogie. Au sein de notre pays, nous avons 4 institutions politiques. Nous avons le président de la République. Nous avons le Parlement, au sein duquel il y a les membres de l'opposition, il y a les membres de la majorité. L'opposition est minoritaire, il faut bien préciser. S'il vous plaît, moi j'ai toujours défini la démocratie comme étant la dictature de la majorité. Okay. Au sein du Parlement, il y a le membre de l'opposition et de la majorité. Une autre institution, c'est le gouvernement. Et la quatrième, c'est le cours et tribunaux. Et si on veut aller plus loin, nous avons la CENI, au sein de laquelle il y a aussi les membres de la majorité, il y a les membres de l'opposition et celle de la malhonnête société civile. Et pour revenir vous avez des qualificatifs. Et pour revenir, et je ne vois pas quel autre cadre légal ou bien approprié peut-on aller parler en lieu et place du peuple. Parce que nous sommes en démocratie représentative. En démocratie représentative, ne peut parler en lieu et place du peuple que celui qui a reçu mandat. Mais lorsque vous privilégiez le dialogue, est-ce que lorsque vous qui habitez Kinshasa, vous allez vous réunir? Est-ce que lorsque vous allez prendre par exemple Mosengo, lorsque vous allez prendre par exemple les différents chefs des églises, quelle légitimité ont-ils pour parler en l'espèce du peuple? Le Congolais qui est à Kanouchi, sera-t-il représenté? Le Congolais qui est à Walungu, sera-t-il représenté? Le Congolais qui est à Chinchangu, sera-t-il représenté? Le Congolais qui est à Ndongo-Boutedi, sera-t-il représenté? Non! Nous disons ceci, nous n'avons reçu mandat que ceux qui sont dans les institutions. Par ricochet, il faut respecter le calendrier. S'il y a eu une mauvaise volonté, on attirera les conséquences. L'inclusivité dont vous faites allusion, même Jésus, fils de Dieu, n'a pas su faire l'unanimité. L'inclusivité, c'est par rapport à quoi? Et vous pensez que non, s'il y aura ces dialogues, et vous pensez qu'il sera vraiment inclusif? Nous ne pensons pas. Il ne faudrait pas qu'on brandisse ou bien qu'on soit victime de ça. Il faut qu'on soit victime de sa propre turpitude. Voilà. Le pouvoir conclut pour sa réflexion. En tout cas, en dehors du dialogue, selon le pouvoir, il n'y a que le référendum pour départager la classe politique. Mais est-ce que tout le monde verra les choses avec des lunettes identiques? Le référendum, nous y voilà. Donc s'il n'y a pas de dialogue, eh ben, c'est le peuple qui tranche. Vous êtes favorable à ce référendum? Avant d'y arriver, je vais juste rappeler, rebondir sur les propos de mes excellents confrères. D'abord, j'aimerais rappeler un élément très important. Nous avons fait le choix de la démocratie. Et la démocratie demande à ce qu'il y ait diversité d'opinions, qu'il y ait des opinions diverses. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on puisse avoir unicité dans le point de vue. Il est nécessaire qu'il y ait des voix discordantes et dissonantes autour des questions données. Mais la plus grande force de la démocratie, c'est de trouver un consensus mais il y a des institutions pour ça. S'il vous plaît, Faye, il a dit, il y a des institutions. Je suis en train d'y arriver. S'il vous plaît, c'est moi qui suis l'arbitre. Il y a des institutions prévues pour ça. Le peuple a mandaté. Il a mandaté. Pour qu'on parle à son nom. Je souhaite qu'on ne puisse pas être amnésique. Aujourd'hui, si nous sommes arrivés à proposer des concertations nationales, si nous sommes arrivés à proposer du dialogue, si on est arrivé à créer des institutions d'appui à la démocratie telles que la CENI, c'est parce que on a dialogué à la classe politique actuelle reconnaît que la plénitude de la légitimité ne peut pas couvrir les 5 ans. Et cette plénitude de la légitimité est souvent entachée par des élections que nous organisons toujours de manière très mal. Aujourd'hui, cette mandature a été perturbée justement par la grande question de la légitimité. Et aujourd'hui, vous voulez demander à des gens qui ont des problèmes en amont de légitimité de pouvoir décider en aval du choix de l'avenir sous prétexte d'une quelconque représentativité. Je peux dire ceci, j'aimerais dire ceci. C'est vrai, le Parlement est une institution représentative. Mais à quelle proportion? Opposition majorité.
est-ce que la question qui va être mise sur la table, la question des élections, c'est qui doit déterminer l'avenir de ces institutions plus tard, doit être traitée par les personnes qui en détiennent le pouvoir aujourd'hui? Je crois que ça serait un délit totalement difficile. C'est en même temps jugé parti. Jugé parti. Il ne faudrait pas qu'on puisse aller dans ce schéma-là. Et c'est même pour ça, que le dialogue a été choisi d'abord par la majorité, l'opposition, parce qu'ils estimaient qu'au niveau des institutions, ils ne pouvaient pas faire entendre leur voix. Et aujourd'hui, c'est récupéré par la majorité, parce que ceux qui projettent de faire, ceux qui souhaitent faire, ceux qui pensent être bons pour la nation plus tard, ne peut se faire qu'avec l'association de l'opposition et de tout le monde. Aujourd'hui, il s'agit de trouver un destin commun pour tous les Congolais. Il s'agit de choisir la marche à suivre qui ne sera pas contestée par les uns et par les autres au regard des expériences passées. J'aimerais dire ceci, deux petites choses par rapport à la comparaison faite entre les concertations nationales et le dialogue. Les concertations nationales poursuivaient un objectif. Vous avez vu 600 recommandations, plus de 600 recommandations. On a touché tous les secteurs de la vie politique, de la vie sociale, de la vie économique du pays. On a fait un bilan, une autopsie totale de la RDC. Mais aujourd'hui, le dialogue ne poursuit qu'un seul objectif. Et ça a été bien déterminé par Joseph Kabila lui-même. Le processus électoral, et c'est une question d'intérêt commun. Les concertations nationales ont produit des résolutions qui concerneront les exécutifs dans les années futures. Ça va servir, ce sont des résolutions qui ne vont pas être jetées dans la poubelle. Ça va nous servir pour longtemps. C'est un plan totalement immense du développement de la RDC. On ne peut pas dire que les concertations nationales n'ont pas servi. On s'en servira toujours. Mais le dialogue a qu'un seul impératif. C'est comment allons-nous passer 2016, c'est ça. Par rapport au référendum. S'il n'y a pas de dialogue, eh ben, l'autre option, eh ben, c'est le référendum. Mais on sait déjà comment l'opposition dit non au référendum. Le référendum, c'est une loi. C'est une loi, c'est aussi un vote. C'est une élection. On fait le choix. On appelle les gens aux urnes. Et ça ne soignera en rien le problème. Les gens ne veulent pas aller aux urnes dans ces conditions. Les gens ne veulent pas choisir parce qu'ils n'ont pas confiance peut-être à l'organisateur des élections. Ils n'ont pas confiance à ce fichier électoral. Ils n'ont pas confiance. Et ça ne résoudra en rien le problème. Parce que on nous demande, la Cour constitutionnelle le dit si bien. Nous devons intégrer les nouveaux majeurs. Nous devons aujourd'hui nettoyer ce fichier électoral. Ce sont ces personnes-là, après ces opérations-là, qu'on pourra aller à un quelconque vote. Que ça peut être même le référendum. Donc je vois que la voie du référendum est une voie totalement suicidaire. Mais le dialogue est une voie royale. Le Saint-Père lui-même l'a dit. En interpellant l'Afrique et en interpellant notre pays, allez discuter. Les gens civilisés discutent. Les gens civilisés parlent entre eux. Ils ne se battent pas. Ils anticipent les événements en discutant en amont. On a perdu du temps. On a perdu du temps. Il faut qu'on y ait discuté. Ali Malé, le référendum, comme l'a si bien dit, c'est vraiment des phrases choc aujourd'hui. Le référendum est suicidaire, mais le dialogue, vraiment, c'est une sortie royale là, pour cette crise qui couvre la République démocratique. Mais le référendum, c'est aussi une issue pour que le peuple parle, donne son point de vue par rapport à telle ou telle situation. On l'a vu à Brazzaville, on l'a vu à Kigali, on l'a vu ailleurs. Le référendum. Mon confrère Thierry a dit on a perdu du temps. La plus grande question est celle de savoir qui a perdu du temps, et comment, et pourquoi. Les hommes intègres, les hommes intelligents se mettent autour d'une table pour discuter. On n'en disconvient pas. On l'a dit au début. Le dialogue, c'est une vertu. Mais en moi, quand nous dialoguons, c'est au sujet de quoi? Autour de quoi? Voilà pourquoi je reviens sur ce que... C'est clair, le chef de l'État... On revient sur ce qu'a dit... On a commencé quelque part pour dire que c'est l'opposition qui avait jadis demandé le dialogue. Mais l'opposition n'a pas nécessairement demandé le dialogue. Parce que même s'il a demandé, c'est avec des points bien précis. Ce n'est pas les... Ce n'est pas les... Ce n'est pas le cas maintenant là. Les autres vont voir de l'impérium. Parce que les opposants ont demandé un calendrier révisé et consensuel. Oui, parce que celui qui a été publié selon eux n'était pas réaliste. Ça c'est de un. De deux, quand l'opposition qui est mise aujourd'hui à l'avant-plan pour dire que c'est lui qui demandait le dialogue, les autres étaient où? L'opposition demandait déjà à l'époque la prise en compte des mineurs qui aujourd'hui ont l'âge de voter. Mais ceux qui ont refusé hier l'ont accepté aujourd'hui. Pourquoi l'avoir refusé hier
et l'accepter La aujourd'hui. politique est dynamique. Ça fait partie de leur stratégie. On n'en disconvient pas. La politique est dynamique, ils se Voilà. sont rendus compte Donc peut-être pour dire que on ne donne pas le même contenu au dialogue. Parce que même l'UDPS qui a accepté un moment d'aller dialoguer, il s'est rendu compte qu'il risquerait d'être roulé dans la farine. Voilà pourquoi il s'est retiré. Parce qu'il ne parlait pas le même langage. Voilà. Jusque-là n'est pas connu parce que les initiateurs de ces dialogues, de qui doit venir tout éclaircissement n'est pas clair. Nous allons dialoguer pourquoi? Pour chuter alors par rapport à votre question, au référendum. Moi j'ai dit le référendum, on en a parlé ici, cela a fait débat au niveau de l'Assemblée, les centres de la démocratie. Pourquoi parler du référendum seulement aujourd'hui? Durant tous ces temps, 5 ans durant, un mandat de 5 ans, on n'en a pas parlé, on n'en a pas évoqué. C'est seulement à la fin, comme l'a dit mon confrère, mon voisin de gauche, c'est à 345 jours maintenant que vous demandez le référendum. Bien sûr que c'est une des solutions, mais je me dis ce n'est pas la bienvenue pour l'instant. Nous allons prendre un autre fait, hein, pour évoluer un peu, les faits palpables, c'est les SIM bloqués, c'est les caméras qu'on met dans la ville. C'est vrai que la population, nous sommes l'interface entre le pouvoir et l'opposition. Cette peur qu'aujourd'hui, et cette question que se pose la population Faye-Nico-Mikaï par rapport aux SIM bloqués, c'est le mois de janvier, ça nous renvoie en janvier 2015. Les Congolais ont peur. Pourquoi ces mesures maintenant, selon vous? Pourquoi mettre des caméras aujourd'hui? Pourquoi chercher à identifier les gens, même si l'autorité dit que non, ça se fait ailleurs, donc on doit le faire. Nous sommes un pays normal, comme le dit si bien Thierry Lomo. D'ailleurs, c'est un pays normal, donc on doit poser de caméras, on doit identifier les gens. Oui, merci madame. Je vais m'organiser pour vider toutes les questions dans les timings impartis par vous. Je reviens d'abord à ce que les amis venaient de dire. Lorsqu'on dit dialoguer, bien sûr, les dialogues ne doivent pas se faire en dehors des institutions. Le dialogue se fait tous les jours au sein des institutions. Citez-moi un seul parti politique qui n'aide pas dans les institutions et qui ne pose pas les actes. Et alors, s'il faut alors aller chercher, parce que vous venez de citer le pape, quel est le pouvoir qu'a le même pape vis-à-vis des Congolais? Parce que le pape a parlé, nous devons nous incliner. Le pape de Rome n'a pas qualité. N'a pas qualité de parler en l'air place du peuple. Ni moi encore l'église protestante, ni moi encore le musulman. Ici, nous parlons de l'affaire congolaise et ne sont concernés que les Congolais. Et pour revenir à cela, il ne faut pas penser que non, le dialogue ne se fait pas. Mais le dialogue se fait tous les jours ici. À la CENI, il y a le représentant du PPRD, il y a le représentant de l'UDPS, il y a le représentant de l'UNC, il y a le représentant du MLC. Mais dites-moi, mes frères, qu'est-ce que vous voulez? Je dis ceci, ici d'un côté, le pouvoir qui ne joue que par Cissé Bilimou ne veut pas le perdre. L'opposition aussi, n'ayant pas préparé les élections, aujourd'hui, on ne veut pas que le poteau rose soit découvert et on se cache derrière les alibis. Nous disons ceci, il faut être sérieux dans la vie. Lorsque vous n'avez pas su faire ce que vous devriez faire dans le timing imparti, il ne faut pas vous attendre à deux alibis. Et pour revenir aux caméras et aux mesures, en principe, tout le monde doit se faire enregistrer. Ce n'est pas en soi mauvais. C'est pas en soi mauvais. C'est pas en soi mauvais. Parce que moi qui prône l'état des droits et la démocratie, un jour je peux être aussi au pouvoir, je n'aimerais pas que non, que les cimes pullulent dans la cité comme on est en train de les vivre. On vend une cime à 100 francs, on ne contrôle pas. Quelque part, c'est une démarche normale. Mais là où les bas blessent, c'est quoi? Lorsque vous ne voulez pas, lorsque vous vous arrangez de ne pas organiser les élections et vous avancez comme motif pour faute de moyens. Mais moi, je me dis, comptabilisez le nombre des affiches aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Les affiches de quoi? Les affiches, dialoguons pour ceci, et dialoguons ceci, et ta religion, dialoguons. Vous ne voyez pas les affiches? Ça m'étonne. Vous ne faites pas le rond de Kinshasa. Demandez-moi moi que c'est sur le terrain. Il y a beaucoup d'affiches aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Et par panneau, c'est pas moins de 100 $. Et lorsque vous comptabilisez, vous faites le 100 $ fois autant de panneaux. Ça vous donne combien? Et là, vous me disiez que non, l'État n'a pas d'argent. Vous venez de suivre votre trio troïka stratégique. Mais dans quel état où le président de la République se plaint? Dans quel état le gouvernement se plaint? On dit qu'aujourd'hui, l'État perd beaucoup d'argent dans les entreprises publiques. Mais nous disons ceci. Mais c'est quelqu'un qui doit se plaindre. Si l'État se plaint, mais qui viendra faire la place de l'État? Alors, non, c'est mort d'âme.
Allez par exemple dans les services de l'État. Voyez comment l'argent de l'État est volé, détourné. Allez par exemple à la DGM. Un visa pour d'établissement des étrangers, c'est 1500 $. Cet argent n'est versé qu'auprès du directeur de cabinet du DG. Et lorsque vous prenez, ça va même à l'encontre même de l'ordre du pays. À la DGM, pour s'acheter un formulaire de prise en charge, on n'exige que les dollars. Dans un service de l'État où il y a une loi interdisant les transactions à monnaie étrangère, les référendums. Je pose la question, c'est aussi votre sortie pour apaiser, bien que c'est suicidaire, c'est notre territoire. Non, j'ai dit que quelque part, les référendums pour avoir quoi? La voix du peuple, la réponse du peuple. Pourquoi? Sur quelle matière? Parce que dans le référendum, il n'y a que oui ou non. Alors, on va organiser l'élection pour le référendum pour avoir quoi? D'un côté, vous dites qu'il n'y a pas d'argent. Ne savez-vous pas que le référendum coûte cher? Les déploiements des engins de la CENI, la logistique, c'est de l'argent, non? Mais c'est une autre forme d'élection. Lorsque vous dites qu'il n'y a pas d'argent pour organiser une élection, mais il y a un référendum, c'est une élection, une autre forme d'élection. Thierry Bongo, je reviens au cas pratique des CIM. C'est vrai que Faïd Nikwan dit c'est tout à fait normal que l'État veuille identifier les gens, mais les Congolais se posent toujours la question, pourquoi maintenant? Le temps, hein, les Kinois aiment bien poser la question. L'opportunité. Pourquoi maintenant? Pourquoi en janvier 2016? Pourquoi on veut identifier les gens en janvier 2016? Pourquoi on met les caméras en janvier 2016? Et tout ça. Avant d'y arriver, je vais juste essayer de clôturer un petit peu sur... la question centrale aujourd'hui, c'est la question du dialogue. Hein. Excusez-moi, franchement. Je constate que tout le monde est d'accord qu'il y a des problèmes. Ça, c'est sûr. Il y a des problèmes autour des questions électorales. Nous sommes tous d'accord qu'il y a un problème autour de passer de manière civilisée et démocratique le flambeau en 2016. Il y a un problème. L'élection pose problème, les élections posent problème. Nous proposons que les acteurs politiques qui sont responsables au plus haut niveau de la vie politique de ce pays puissent aller discuter, qu'ils s'entendent et qu'ils nous trouvent une solution dans les contours de la Constitution pour qu'on puisse avoir des élections apaisées sans effusion de sang. Ni de sueur. Nico Mbikaï s'oppose au dialogue, je ne sais pas qu'est-ce qu'il propose d'autre. Écoutez, il propose un accord avec la majorité présidentielle. On joue au tango, on danse n'importe quelle danse. Vous savez, l'UDPS aujourd'hui a sa façon de faire la politique. Certains pensent que c'est suranné, mais c'est comme ça qu'ils le font. Mais une chose est sûre, ils ont un accord avec la majorité présidentielle et quel qu'il arrive, ils vont s'asseoir sur une table et ils vont discuter. On va y arriver. Maintenant, la plus grande préoccupation, et pour ça va être la charnière pour atteindre votre question, c'est le temps. C'est le temps. Le temps, 345 jours, comme le dit bien Nico Mbikaï, c'est peu. C'est beaucoup, mais c'est peu aussi. C'est une période. Et c'est une période de haute tension. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, la tension augmente. Parce que la peur du lendemain va commencer à prendre le pas sur la pensée du Congolais. Et si vous y agitez à ça des mesures assez policières, comme celle de mettre des caméras de surveillance partout dans les rues de Kinshasa, on se demande pourquoi Kinshasa n'est pas ailleurs. Dans les coins chauds. Pourquoi Kinshasa n'est pas ailleurs. C'est vrai, on n'en parle pas dans d'autres villes. Et quand on voit cette insistance pour qu'on puisse identifier chacun des Congolais, c'est vrai que ça peut créer aussi une certaine psychose. Mais la pratique en soi n'enfreint aucune loi et va dans le fonctionnement normal d'un État. Mais le facteur temps, le facteur période joue sur les actions, la conscience, ça joue sur la conscience du peuple congolais et ça joue sur la portée des actions que porte le gouvernement. Il faut qu'il puisse y travailler. Et je crois que même pour vulgariser, faire comprendre aux Congolais que c'est normal. Le plus drôle, c'est que pour mettre des caméras de surveillance, on ne devrait pas faire tant de publicité. C'est quelque chose qui doit être le plus secret possible. Parce qu'une caméra, ça a un angle à prendre. Elle est pas morte. Mais dès lors que vous dites que voilà, une caméra de surveillance telle place. Mais ceux qui veulent faire les forfaits vont s'arranger pour se mettre dans les points morts pour que ça ne se fasse pas. Aujourd'hui, nous avons déploré la mort d'un soi-disant sujet expatrié. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y avait une caméra de surveillance à cet endroit? Est-ce que nous avons suffisamment de moyens pour mettre de la surveillance dans tout Kinshasa? Non, je ne crois pas.
ce sont des mesures qui ont été plus populaires et mieux acceptées si c'était fait bien avant. Mais comme c'est fait aujourd'hui, qu'ils le fassent, mais qu'ils le fassent bien, sans tambour ni trompette. Bâton. Sans tambour ni trompette. Merci. Ali Malé, nous ouvrons un peu le champ. Congo Nouveau nous dit, Moïse Katumbi confirme sa guerre contre Kabila. PPRD, les 5 chantiers de Mova, puisque Henri Mova s'accagné vraiment sur le terrain. Il veut faire revivre le PPRD. Eh bien, vraiment, les journaux ont parlé de Moïse Katumbi qui officiellement rejoint l'opposition. Le Front commun, Moïse Katumbi, Etienne Tshisekedi, Vital Kamerhe, tremblement de terre autour de la candidature unique. Eh bien, nous y revenons. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien l'opposition, la majorité. On s'oppose au président lui-même ou on s'oppose au système? On est opposant en RDC par rapport à qui, à quoi et pourquoi? Je refuse de faire comme Thierry, qui est revenu sur les sujets déjà classés, mais je continue sur votre lancée. Le cas Moïse Katumbi vient une fois de plus nourrir l'aspect dialogue que nous évoquons. Pourquoi je dis ça? J'ai fait un lien selon moi. Le chef de l'État, garant de la nation, convoque les dialogues. Il y a de ces Congolais-là qui ont dit qu'ils ne trouvent pas l'opportunité de cette initiative et aujourd'hui, ils sont mal vus. Stigmatisés, je trouve, des antipatriotes. En tout cas, ils ne sont pas plus congolais que ceux-là qui l'ont accepté. C'est la démocratie aussi. Vous initiez, mais n'attendez-vous pas à une réaction à sens unique. Une adhésion. Non, populaire à tous les niveaux. Moïse Katumbi a intégré aujourd'hui les fronts citoyens. C'est aussi une expression de la démocratie. Comme ceux-là qui ont accepté d'aller dialoguer, accepter aussi Moïse Katumbi, qui a changé de camp et qui a intégré l'opposition aujourd'hui. Qui, selon lui, le dialogue n'a pas sa place. Parce que leur clan politique, leur structure mise en place ne vise que le respect de la Constitution. Pour les membres de cette plateforme politique, rien que le respect de la Constitution, rien que le respect du délai constitutionnel. Voilà un autre cas de figure. C'est-à-dire lancer un débat, lancer une initiative, proposer quelque chose, attendez-vous à des résultats, soit positifs, soit négatifs. Et Moïse Katumbi se retrouve sur la liste de ceux-là. L'initiative n'a pas sa place, l'initiative n'a pas son opportunité et il s'attache au respect de la Constitution. Ne disons pas non plus qu'il n'est pas un Congolais réfléchi. Non, c'est aussi sur base de sa réflexion, c'est aussi sur base des écritures de la Constitution qu'il prend sa position, comme tant d'autres Congolais. Donc, Fanny Kombika, est-ce que Moïse Katumbi est-il opportuniste? Est-ce que l'opposition aujourd'hui devient la blanchisserie qui blanchit tout le monde? Est-ce qu'aujourd'hui Moïse Katumbi a été vraiment il était dans, comment on appelle ça, le carré des dieux à l'époque? C'était vraiment l'intouchable, c'était vraiment, il y en a même qui disaient après le Raïs c'était Moïse Katumbi. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est pas un peu de l'opportunisme pour ne pas payer aujourd'hui le bilan, ne pas, comment je peux le dire, ne pas porter le bilan de M. Kabila qui se détache un peu pour aller à l'opposition, pour se blanchir un tout petit peu. Il n'est pas sain non plus, hein, Moïse Katumbi. Oui, madame. Ne retournez pas à autre chose, répondez à ma question. Oui, concernant cette question, je crois bien, si vous, dans vos archives, vous verrez qu'il y a au moins une année et demie que j'ai dit sur votre plateau que la majorité présidentielle, dans sa configuration actuelle, avait plus de 90% de chances de conserver le pouvoir après Sissabi Dimo. Si les choix étaient bien faits. Et lorsque je parlais de ça, je faisais allusion à Moïse Katumbi. Si vous avez encore les archives, je l'ai dit que si les choix étaient bien faits au sein de la majorité avait plus de chances de conserver le pouvoir. Mais malheureusement, comme dans ce que vous appelez parti politique chez vous ici, on ne privilégie que les individus. Et aujourd'hui, Moïse Katumbi a quitté la majorité, il a intégré l'opposition et je crois bien qu'il est le seul Congolais aujourd'hui qui peut faire mal et à l'actuelle majorité présidentielle et à l'actuelle opposition
Moïse Katumbi, qui se penche du côté de la majorité, qui se penche du côté de l'opposition. Moïse Katumbi, s'il éclaircit sa position, s'il s'affiche, s'il s'émet, s'il s'engage, il sera bel et bien candidat, et il sera bel et bien président de ce pays si les élections sont organisées. Mais à condition que lui aussi joue bien le jeu, qu'il ne se lance pas dans le jeu de ce genre de l'opposition, qui ne sont là que pour embrouiller les choses. Pour terminer, Thierry Bongo, Moïse Katumbi, prochain président de la République démocratique du Congo, il a les atouts, il a la chance d'être le prochain président de la RDC. J'aimerais dire 3 choses sur Moïse Katumbi d'abord. Premièrement, Moïse Katumbi n'est pas dans le Front citoyen. Ah bon, il est dans l'opposition, mais pas le Front citoyen. Il est dans l'opposition, sans parti politique, dans aucune plateforme jusqu'à présent. Il est dans l'opposition. Il a intégré les Fonds citoyens. C'est annoncé. C'est annoncé. Il a intégré les Fonds citoyens. Une information autre. On vérifiera. Mais il y a même le journal qui en parle. Il a fait un point de presse. J'ai même le pouvoir ici qui parle de ça. Il dit clairement l'opposition, il a dit, transfuge du PPRD a annoncé son appartenance à l'opposition sans indiquer à quel parti politique il appartient. Ceci va renforcer davantage la confusion au sein de l'opposition. C'est vrai. Non, il a dit ceci. Je l'ai suivi. S'il vous plaît, oui. Je l'ai suivi. Qu'est-ce qu'il a dit? Jusque-là, il n'appartient à aucun parti politique. Mais dans une il n'a créé oui. aucun parti. Mais néanmoins, il fait partie du Front citoyen. Comme ça, c'est clair. C'est clair. Ok. Il l'a dit. J'accepte puisque vous reprenez ces mots. Mais il y a ceux qui le connaissent, ceux qui le fréquentent, qui vous diront qu'au-delà de l'aspect radical que le Front citoyen a, Moïse Katumbi n'a pas cette étoffe-là. Lui, c'est plus un monsieur de consensus, plus un monsieur modéré. D'ailleurs, les proches qui le côtoient disent qu'il est pro-dialogue. Il est pour le dialogue et que Moïse Katumbi se bat pour avoir une mosaïque autour de lui. La preuve en est, il n'a pas de parti politique, mais il est à l'initiative de plusieurs partis politiques qui vont peut-être faire apparition bientôt, ou qui sont déjà apparus, mais dont vous ne connaissez pas encore effectivement les véritables propriétaires. Moïse Katumbi ne peut réussir au sein de l'opposition que s'il arrive à fédérer tout le monde autour de lui, que ce soit Vital Kamerhe qui est très proche de lui. Prochain candidat unique pour l'opposition, vous croyez? Que ce soit surtout le parti, l'UDPS qui est un parti qui souvent freine un petit peu la marche. Oui. Hein, ça ne pourra fonctionner que s'il arrive à fédérer. Prochain candidat unique pour l'opposition, Moïse Katumbi? Je dis que l'opposition a toujours péché depuis ces 2 dernières élections par son incapacité de pouvoir avoir un candidat unique et de fédérer tout le monde autour. Et nous souhaitons, pour qu'on puisse avoir jeu égal, parce que nous savons que du côté de la majorité, c'est le mot d'ordre. Dès lors qu'on choisit un candidat, il y a un mot d'ordre qui est donné, et voilà, on y va tous à l'unisson autour de cette personne, et la machine électorale est mise en marche en faveur de cette personne pour qu'on puisse atteindre ces objectifs-là. Donc l'opposition n'a que pour salut le choix d'une personne, que ce soit Etienne Tshisekedi, que ce soit Félix Tshisekedi, que ce soit... Non, s'il vous plaît, je le fais que citer les noms. Il fait que citer les noms. Ces personnalités-là de l'opposition, ils ne pourront réussir que s'ils ont autour d'eux, derrière eux, toute l'opposition derrière et le peuple congolais. Vraiment, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Pour arriver aussi à avoir un candidat unique, on doit avoir quand même un critérium. Vous pouvez avoir la popularité. Mais si un élément vous manque, par exemple, le facteur moyen, ça peut vous bloquer. C'est pour cela, si la machine, l'opposition, veut avoir pour une fois le pouvoir, qu'il compte avec Moïse parce qu'il remplit certains critères dont beaucoup manquent dans l'opposition. Il y a une chose, parce que ça ne doit pas être donné comme ça. Vraiment, en fonction de ce en 2011. On ne doit pas clôturer en donnant l'impression aux autres que ceux qui sont venus maintenant, parmi lesquels Moïse Katumbi reste plus opposition que ses prédécesseurs ou les autres. Ne donnons pas cette impression. Ne parlons pas en termes d'opposition. Nous parlons en termes de... Quand nous parlons de Moïse Katumbi, Thierry l'a dit, il ne réunit pas en lui seul tous les atouts possibles. Oui. Donc il doit compter aussi sur les autres. En venant à l'opposition, en réintégrant l'opposition, il doit aussi savoir accepter de faire des concessions. Parce qu'il y a des ceux-là. Les concessions, oui. Les concessions, oui. Mais néanmoins, pas avec faveur des chances. Non, ça c'est lui donner des chances peut-être. Ça, ce n'est pas normal. Ils ont tous des ambitions. S'il vous plaît, Thierry. Mais s'il vous plaît, je peux vous donner quelques... Nous sommes à la fin. On va dire vous savez ce qui s'est passé en 2011.
cette malhonnête opposition, il y a eu le premier à arriver, selon l'ordre d'arrivée, le deuxième était Tshisekedi, le troisième était Kambere. Tshisekedi qui avait un droit pour aller en justice, il faut avoir la qualité et l'intérêt. Tshisekedi qui avait qualité et intérêt n'est pas allé en justice. Kambere qui avait qualité et qui n'avait pas intérêt est allé en justice avec moins de 40 pièces sur 64 000 bureaux de vote. Comment prétendre gagner une élection? Nous y reviendrons. Voilà, mesdames et messieurs, la télé. La télé, c'est le temps fin, Nico Mikaï. Et qu'aujourd'hui, si Moïse a intégré... Non, donnons la chance à pas une question qui soit... Non, en politique, il faut remplir... Écoutez, s'il vous plaît, il ne faut pas voir on y reviendra. On y reviendra. C'est le seul candidat aujourd'hui qui fait mal et à l'opposition et mal à la majorité. Vital Kamerhe aussi le fait mal. Non, ça va. Il faut pas avoir Nous sommes à la fin. Nous sommes subjectifs. Une élection présidentielle, elle coûte cher, hein. On a vu les choses qui vont passer dans le Congo. Nous sommes à la fin. Moïse peut financer. Non. Du dialogue, on n'a pas encore fait appel à Moïse. On cherche plus Tshisekedi. Je m'arrête là. Voilà. Ça, c'est le fanatisme merci avec. à vous, mesdames et messieurs. Merci en tout cas à mes excellents confrères d'avoir ouvert le bal de Web Presse pour l'an 2016. Vraiment l'année de tous les enjeux. Mais nous, journalistes, nous avons notre rôle à jouer. C'est de donner la vraie information, de sécuriser et de faire passer le message. Merci donc à Ali Malé de Congo Web Télévision, notre chaîne, votre chaîne, qui est en tout cas la plus impartial possible, et de ce point de vue donc je réitère nos remerciements, mes remerciements personnels à Gabriel Chabani qui nous donne l'opportunité en tout cas de parler en toute liberté, en toute quiétude, sans toucher l'ordre constitutionnel. Voilà. Nous ne forçons personne, nous n'injurions personne, mais nous faisons passer le message dans l'objectivité, en tout cas dans l'objectivité la plus totale. Donc merci à Gabriel Chabani. S'il vous plaît, je peux aussi mettre avec. Non, nous sommes à la fin. C'est parmi les où on ne donne pas, on ne nous restreint pas dans votre liberté. C'est ça. Merci Faye Nikombika. Et je crois que c'est de l'opposition. Là où vous allez, on vous dit que non. Là où vous critiquez l'opposition, on coupe. Là où vous critiquez la majorité, on coupe. C'est la même chose. C'est la subjectivité. Pour les compléments de Congo Web, Madame Paulette a laissé le temps à... Voilà. Non, ici, je le reconnais. Ici, nous parlons en toute liberté. Merci Fanny Kombikaï de ça. Et je présente donc mes voeux à notre collègue qui a perdu sa mère, Juvenal Vangou. En tout cas, nos condoléances. L'équipe de journalistes en action présente en tout cas nos condoléances les plus attristées. Perdre une mère, c'est vraiment triste et ça fait mal. Alors nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le mercredi prochain. Merci à toute l'équipe technique et à mercredi prochain. Inch'Allah.